beaucoup de personnes supplémentaires qui sont arrivées. Je suis Joanne Saint-Charles, je suis la directrice de l'Institut Santé et Société. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Jean-François Gagnon, qui est professeur au département de psychologie à l'UQAM, qui est au Centre d'études avancées en médecine du sommeil, qui est aussi un membre de Neurocam. Euh, et Avant de donner la parole à Jean-François, deux petits mots. Euh, il va nous faire sa présentation. On aura une période d'échange à la fin. Donc, au moment de cette période d'échange, je vous inviterai, dans la mesure du possible, à ouvrir votre caméra. Ça fait plus chaleureux euh, de sentir qu'il y a vraiment des gens et non pas juste des petits carrés, des noms sur des carrés noirs. À ouvrir votre caméra et si vous le souhaitez, même à poser vos questions à haute voix. Mais sans plus tarder, voilà, je donne la parole à Jean-François Gagnon qui va nous parler des rêves agités et des liens avec les maladies neurodégénératives. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présent. J'espère que vous voyez le laser rouge, là. C'est avec ça que je vais vous guider, là. Quand on est en présence, on peut gesticuler, mais là, je vais gesticuler avec ma souris, donc le laser rouge. On va commencer de ce pas. Donc, le plan de la conférence aujourd'hui, ça va être tout d'abord, je vais aborder un peu les maladies neurodégénératives. Je vais avoir un intérêt particulier pour la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Je vais ensuite faire un saut vers le sommeil, donc un grand détour vers le sommeil, pour vous parler d'une pathologie du sommeil qui est de plus en plus reconnue, qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal, donc un grand nom, mais que je vais parfois dire TCSP. Je vais vous parler de mes travaux plus spécifiquement sur la cognition et la neuroimagerie de cette pathologie-là, un petit résumé, et je vais vous parler des projets futurs qui sont en cours ou qu'on prévoit faire d'ici les prochaines années. Donc, écoutez, je ne connais pas beaucoup mon public, je ne sais pas de quel domaine vous venez. Je crois que on est dans la santé, donc j'ai essayé de faire ça assez large possible. Parfois, je vais effleurer certains sujets, parfois, je vais approfondir d'autres sujets. Donc, je vais me promener, je vais faire un peu de patinage dans tout ça. Donc, il y a différentes façons de classer les maladies neurodégénératives. Et si on s'intéresse aux protéines qui font défaut dans ces maladies-là, on peut avoir deux grandes classes, il y en a d'autres, mais les deux principales, ce sont ce qu'on appelle les synucléinopathies, dans lesquelles l'alpha-synucléine va être anormale, va avoir un processus anormal, elle va se replier sur elle-même et former des amas. Et dans cette catégorie-là, les deux les plus connus sont la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Donc, la maladie de Parkinson va être représentée par ce dessin et la démence à corps de Lewy par ce dessin-là ici, versus les tauopathies dans lesquelles c'est la protéine tau qui est anormale. Et là, on retrouve la maladie d'Alzheimer, mais on va vraiment focusser aujourd'hui sur les synucléinopathies. Donc, c'est de l'alpha-synucléine qu'on retrouve tout à fait normalement dans le cerveau, dans les neurones, mais ici, à un moment donné, il y a un processus anormal qui se produit. La protéine va se replier, devenir justement trop grosse, faire des amas, et ces amas-là, on va les appeler les corps de Lewy. D'où le fait qu'on appelle parfois la maladie de Parkinson et la démence des maladies à corps de Lewy, parce que c'est la principale anomalie qu'on retrouve dans le cerveau de ces personnes-là. Donc, ça va former des amas. Et éventuellement, le neurone va arrêter de fonctionner et il va perdre. En fait, on va perdre certains neurones, ils vont mourir et être nettoyés du cerveau. Brièvement, où on en est dans les traitements de ces maladies-là, malheureusement, comparativement à d'autres maladies là, en santé, les maladies neurodégénératives, on n'a pas de traitement curatif encore. On a des traitements symptomatiques qui diffèrent d'une maladie à l'autre. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, on a un traitement qui va viser les symptômes, mais qui n'est pas très efficace ou qui va être efficace seulement quelques mois. Dans la maladie de Parkinson, on est relativement chanceux parce qu'il existe quand même des bonnes molécules qui vont permettre de traiter les symptômes. Donc, on ne guérit pas la maladie, mais les principaux symptômes moteurs, on va pouvoir en réduire l'importance et reporter de plus en plus loin l'apparition des symptômes qui sont plus délétères. Donc, le Parkinson, c'est bien connu. Si vous connaissez quelque chose de la maladie de Parkinson, c'est l'atteinte des neurones dopaminergiques ici au niveau du tronc cérébral. Donc, vous avez la substance noire qui est ici, dans laquelle il y a beaucoup de neurones dopaminergiques qui vont projeter au striatum, donc putamène noyau codé. Donc, ces neurones-là vont dégénérer, vont mourir, et on va leur donner, ces patients-là, des molécules, des agents dopaminergiques ou de la lévodopa qui vont remplacer pendant un certain temps cette dopamine-là. Donc, pendant quelques années, on parvient à bien améliorer, réduire les symptômes.
mais la maladie continue son processus de neurodégénérescence, donc il faut augmenter les doses, augmenter les effets secondaires et à un moment donné, l'efficacité est un peu moindre. Il y a tout ce qu'on appelle le côté préventif. Beaucoup de recherches se sont faites au cours des dernières années sur l'aspect plus préventif. Donc, on sait qu'une bonne hygiène de vie, que ce soit au niveau d'une hygiène de sommeil, de l'alimentation, également les contacts sociaux, familiaux, mais également avec notre entourage, de demeurer actif sur le plan cognitif, donc de demeurer informé, éduqué, de s'intéresser à plein de choses, et également l'activité physique. Donc, ce ne sont que quelques éléments qui permettent de prévenir d'une certaine façon, donc de rendre un peu plus, on va parler qu'on va sauver quelques années, c'est-à-dire que de maintenir ces bonnes habitudes-là vont faire que les maladies dégénératives vont apparaître un peu plus tard. Il y en a d'autres de ces facteurs de vulnérabilité, de ces facteurs de protection. Je vous invite à lire là, les 2 commissions. En fait, 2020, c'est la mise à jour qui ont été publiées dans le Lancet. Très bien fait, qui identifie là, certains de ces facteurs de risque-là qu'on tente de réduire pour prévenir, augmenter le délai d'apparition de la neurodégénérescence. Et pour ce qui est des traitements neuroprotecteurs, ben là, c'est un peu le néant. Par contre, il y a de l'espoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on est vraiment en train de travailler sur soit des interventions ou des molécules qui vont permettre de protéger la santé cérébrale, de protéger le cerveau, des mécanismes de neurodégénérescence qui apparaissent dans les maladies neurodégénératives. Et à ce niveau-là, malheureusement, il y a quelques molécules en essai. OK, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais bon, je le sais par les conférences qu'on a, qu'il y a quelques molécules qu'on commence à vouloir identifier, à vouloir tester. Mais c'est pour ça que je parle d'espoir, mais actuellement, il n'y a rien qui est connu qui permet vraiment de modifier le parcours de neurodégénérescence, donc de ralentir cette neurodégénérescence-là. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est lorsqu'on détecte la maladie, le cerveau a déjà commencé depuis plusieurs années à perdre des neurones, à dégénérer. Donc, la neurodégénérescence va débuter et on va la voir, on va pouvoir en fait diagnostiquer la maladie à un moment où, malheureusement, il est trop tard. Il y a déjà une bonne quantité de neurones qui ont été éliminés. Même chose pour la maladie de Parkinson. Donc, si vous avez 3 cerveaux, là, c'est l'exemple que je donne, un cerveau sain, un cerveau d'une personne qui est dans une phase précoce de la maladie de Parkinson. Donc, les symptômes n'ont pas tout à fait débuté pour faire le diagnostic, mais on est prêt là, de voir l'apparition de ces symptômes, des symptômes moteurs. Et si vous avez une maladie qui est beaucoup plus avancée, donc plus c'est rouge, en fait, plus il y a de la dopamine qui est détectée dans cette région-là. Et vous voyez que même avant qu'on puisse détecter la maladie, il y a près de 50% des neurones qui sont déjà disparus. Et dans les stades avancés, parce que parfois on fait le diagnostic dans les stades un peu plus avancés, là, pour certaines raisons, il reste presque plus de neurones, on est en bas de 10%. Donc, malheureusement, actuellement, lorsqu'on fait le diagnostic de ces maladies-là, il est déjà un peu trop tard. Il y a déjà une bonne neurodégénérescence qui est survenue. Ce qui nous amène à ces graphiques-là ici, donc vous voyez en vert, c'est ce qu'on observe habituellement au niveau de la santé cérébrale dans le vieillissement normal. Donc, il y a un certain déclin qui se produit, qui est tout à fait normal et qu'on observe là, de façon tout à fait naturelle. Et malheureusement, dans un vieillissement pathologique du cerveau, on va voir différents stades de neurodégénérescence avec l'âge pour en arriver à un moment donné à un diagnostic soit de démence, comme la démence à corps de Lewy ici ou la maladie de Parkinson. Donc, le diagnostic, malheureusement, on le fait un peu trop tard. On se base sur certains critères, on veut être certain également de faire un bon diagnostic, mais malheureusement, il est déjà un peu trop tard pour intervenir. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On ne t'entend pas, Joanne, mais oui. C'est bon, d'accord. Donc, les 4 symptômes, les symptômes moteurs, la rigidité, le ralentissement, les tremblements, les problèmes de posture, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont dus à une déficience en dopamine ici au niveau de la substance noire. On le voit bien ici, là. La substance noire, ce sont les neurones ici, des neurones en santé. Ils sont noirs, ils sont présents, alors qu'ils sont absents ici. Donc, la maladie de Parkinson qui est bien connue pour ses symptômes moteurs, mais qui est de plus en plus reconnue également pour ses symptômes non moteurs. Et il y en a plusieurs. Et ils sont présents chez presque tous les individus avec la maladie. Déstabilisants également, on les reconnaît moins sur le plan clinique.
Donc, il y a des problèmes sensoriels comme la perte au niveau de l'odorat, il y a des problèmes autonomiques comme la constipation, les problèmes, par exemple, au niveau sexuel, au niveau du rythme cardiaque également, des problèmes de sommeil comme l'insomnie, la somnolence, les problèmes au niveau de l'humeur, dépression, anxiété et les problèmes cognitifs, là, qui est mon champ d'intérêt particulier. On dit souvent qu'après 15 à 20 ans, c'est près de 80% des gens qui ont la maladie de Parkinson qui vont développer une démence, donc qui vont avoir des problèmes cognitifs majeurs qui vont avoir un impact dans la vie de tous les jours. Donc, l'iceberg représente bien cette maladie-là, comme d'autres maladies également, mais bien, ce qu'on voit en apparence, ce sont les symptômes moteurs. Mais en dessous de ça, il y a énormément de symptômes là, qui sont de plus en plus reconnus. Ce qui est un peu difficile, c'est que chaque individu avec la maladie est différent d'un autre à côté de lui. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hétérogénéité, soit dans l'apparition de ces symptômes-là à un moment donné de la maladie, mais également dans la progression de ces symptômes-là. Certains symptômes vont progresser de façon très lente, alors que d'autres vont être fulgurants, vont vraiment, entre autres, au niveau des problèmes cognitifs, parfois on voit des problèmes vraiment en quelques années, la démence va s'installer. Et pourquoi il y a tous ces symptômes-là et qu'est-ce qu'on connaît de la maladie sur le plan là, du cerveau qui se brise en fait? Bien, on voit là, il y a différents modèles qui ont été amenés, un qui date de 2003, 2010, 2016, donc on est constamment en train de renouveler un peu. Je vais vous parler de celui-ci, donc c'est le modèle de Bragg dans lequel la maladie, en fait, les premiers éléments de la neuropathologie apparaîtraient au niveau du bulbe olfactif et au niveau de l'intestin et remonterait vers le cerveau en différents stades là, sur plusieurs années pour atteindre le tronc cérébral, pour atteindre ici en 3 la substance noire, donc l'apparition des symptômes moteurs, mais dès avant ça, il y a d'autres symptômes qui sont apparus. Et plus la maladie progresse, plus elle va s'étendre à tout le cerveau et c'est là qu'on va voir apparaître les différents problèmes comme les problèmes d'humeur, les problèmes cognitifs. Pour ce qui est de la démence à corps de Lewy, donc c'est une maladie qui est un peu la maladie jumelle de la maladie de Parkinson. Par contre, les symptômes vont se présenter de façon un peu différente, vont progresser de façon différente. Ce qui est ici mis de l'avant, ce sont les problèmes cognitifs. Donc, dans la démence à corps de Lewy, le symptôme majeur, là, celui qui permet le diagnostic, en fait, c'est un trouble neurocognitif majeur. Vous avez juste à penser, là, l'acteur Robin Williams qui s'est suicidé en 2014, il avait la maladie, la démence à corps de Lewy. Il y a tout un historique à propos de ça. Donc, c'est dans les années 96 que vraiment les critères diagnostiques ont été annoncés. Ils ont été mis à jour en 2017 ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'alpha-synucléine qui vont provoquer des corps de Lewy, qui vont envahir le cerveau de ces gens-là. Et on voit les mêmes symptômes que dans la maladie de Parkinson, mais à des moments un peu différents. Donc, des problèmes d'olfaction, problèmes d'humeur, problèmes de sommeil, problèmes autonomiques également, et également les hallucinations. Donc, il y a présence d'hallucinations, souvent des hallucinations visuelles. Et le modèle neuropathologique de la maladie, ici, je fais un raccourci intellectuel, ce n'est pas tout à fait ce modèle-là, mais je crois que c'est celui de la maladie de Parkinson, mais que je peux utiliser pour bien vous faire comprendre. Donc, encore une fois, ce sont des corps de Lewy et d'autres pathologies qui vont se répandre dans le cerveau, mais au lieu d'apparaître dans les stades un peu plus profonds du cerveau ici, ça va envahir assez rapidement le cortex cérébral, d'où les symptômes, le symptôme de trouble neurocognitif majeur qui va se produire. Donc voilà, je voulais vraiment rapidement vous parler de ces deux maladies dégénératives-là parce que je vais en venir en fait à la phase précoce et je vais passer par le sommeil. Donc le sommeil, je ne ferai pas une grande histoire, là, ça va être long, c'est le tiers de notre vie. Nous, on l'enregistre en laboratoire du sommeil comme ça. Donc on a tous les appareils pour enregistrer plusieurs paramètres physiologiques, les yeux, la respiration, les muscles et surtout l'activité électrique du cerveau. Et c'est par cette activité-là qu'on peut distinguer l'éveil du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Je fais une histoire courte là-dessus. Ce qui est intéressant avec le sommeil paradoxal, c'est la présence d'une atonie musculaire. Donc, lorsqu'on est en sommeil paradoxal, on est paralysé. On ne peut pas bouger. Donc, cette atonie-là, sur l'écran ici, bien, on voit vraiment une ligne qui est relativement flat au niveau des muscles du menton ou des muscles des membres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'atonie musculaire. Et le sommeil paradoxal, c'est également le sommeil des rêves, d'où le titre des rêves agités.
Les rêves peuvent survenir dans différents stades de sommeil, mais dans le sommeil paradoxal, c'est vraiment les rêves qui sont les plus colorés, les plus étranges, les plus émotionnels, les plus vivides. Donc, ce sont vraiment les rêves dont on se rappelle et qui ont un contenu vraiment chargé sur le plan émotif et même qui parfois nous amènent dans des rêveries intéressantes. Donc, c'est vraiment le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves de nature là, très vivide et colorée. Ici, je vous montre une vidéo. Donc, rappelez-vous qu'on est paralysé durant le sommeil paradoxal, mais dans les années 1960, 69 pour être plus précis, Michel Jouvet, qui est un des grands chercheurs sur le sommeil paradoxal, a étudié les mécanismes fondamentaux du sommeil paradoxal. Il s'est intéressé en fait à l'atonie musculaire, à cette paralysie-là. Donc, il a fait des lésions dans le tronc cérébral des chats et ça leur a produit ce que vous avez ici, qui devrait apparaître. Décidément. Ce n'est pas... Euh, voici, voilà. Bon, je vais le partir. Donc, c'est un chat. This remarkable film shows a cat in the middle of a night's sleep. Now, believe it or not, the cat is still asleep. But because some of its nerve pathways have been cut, it's acting out its dreams. Normally, when we dream, we're effectively paralyzed from the neck down. But that paralysis has been bypassed in this cat. Its brain shows all the signs of REM sleep, but its muscle activities suggest an exciting dream life chasing flies and mice. If our muscles weren't paralyzed, we too would probably act out our dreams in this way. Perhaps it's fortunate for our partners that we don't. Donc, Michel Jouvet venait d'identifier en fait les régions du cerveau importantes pour cette paralysie-là. Et une fois ces structures-là lésées, le chat devenait en quelque sorte en mesure d'agir ses rêves, donc d'avoir des rêves agités. Chez l'humain, en 1986, il y a quelques cas qui ont été publiés dans la revue Sleep par Carlos Schank, qui est une des sommités sur cette pathologie-là. Donc ici, c'est l'image, je vais vous la faire jouer tout à l'heure. Donc, c'est un individu qui est venu dormir au laboratoire du sommeil à Sacré-Cœur, ici à Montréal. Donc, je vous laisse aller. Regardez bien la zone qui est ici, au niveau de ses mains et de l'oreiller qui est ici. Regardez bien ici la cale. En fait, le mouvement est plus doux. Donc, c'est un monsieur qui se plaignait dans la vie de tous les jours d'avoir un sommeil qui est agité. Il vient dormir au laboratoire du sommeil, on enregistre son sommeil, on voit qu'il est en sommeil paradoxal et on voit qu'il n'est pas paralysé, donc il bouge. Il frappe très fort au début et à la fin, c'est une forme je vous dirais, une caresse. Et lorsqu'on a réveillé la personne, elle nous a raconté que dans le fond, il défendait sa conjointe d'un voleur qui était rentré dans leur chambre ou dans leur maison. Donc, les coups, c'était pour lutter contre le voleur et à la fin, la forme de caresse, c'était pour prendre soin de sa conjointe qui, dans son rêve, avait été blessée. Donc, c'est ce qu'on appelle le REM Sleep Behavior Disorder ou le trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est une parasomnie, donc une maladie du sommeil dans laquelle il y a des comportements indésirables. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est la présence de tonus musculaire. Donc, quand on enregistre le sommeil, on voit du tonus au cours du sommeil paradoxal et on voit l'apparition de comportements indésirables. Donc, on va dire que la personne mime le contenu de ses rêves, d'où le titre de la conférence, les rêves agités.
Les comportements peuvent être assez simples, comme parler, crier, avoir des secousses excessives, ce qu'on peut retrouver chez des gens qui n'ont pas cette pathologie-là. Mais lorsqu'on a des comportements plus complexes, comme frapper, attaquer, pointer, donner des coups de pied, là, vous avez vu l'homme, il frappait vraiment fort au niveau de son lit. Donc, ce sont les critères pour le diagnostic. Ça touche à peu près de 1 à 2 de la population générale. Les études épidémiologiques sont assez difficiles parce que, bon, il faut un enregistrement en laboratoire du sommeil pour le confirmer, cette pathologie-là. Donc, les chiffres qu'on a sont plus ou moins exacts, mais ça tourne autour de 1 à 2 Ça l'apparaît chez l'adulte, autour de 45 à 65 ans, et 75 sont des hommes. Parfois, il y a des blessures importantes. En fait, la raison pour laquelle les gens viennent consulter, c'est que soit que leur sommeil ou le sommeil de leur conjointe est très perturbé, ou soit que il y a eu des blessures. Nous, on a un patient qui a eu un œil, en fait, crevé parce qu'il est tombé sur le sol de sa chambre. Il y avait un objet. Il y a beaucoup de fractures également. Il y a tout un aspect médico-légal également associé à cette pathologie-là à cause des blessures. Éthique également, vous allez le voir tout à l'heure pourquoi. Donc, des blessures parfois importantes. Il existe un traitement symptomatique. On va donner du clonazepam, qui est un benzodiazépine, et ça va diminuer les comportements indésirables au cours de la nuit. Ça ne va pas traiter comme tel la pathologie qui cause cette maladie-là, mais ça va au moins diminuer les symptômes. Parfois, ça ne marche pas ou il peut y avoir des effets contre-indiqués de donner cette molécule-là. La mélatonine a été identifiée comme étant relativement efficace, mais je vous dirais qu'il manque de bonnes études là, pour le confirmer. Pour ce qui est du diagnostic, il existe des questionnaires qu'on peut administrer, mais c'est surtout pour un dépistage. Il faut vraiment un examen en laboratoire, en clinique de sommeil pour faire un diagnostic différentiel avec d'autres pathologies du sommeil comme le somnambulisme, l'apnée du sommeil ou les mouvements périodiques des jambes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bien, vous le voyez, hein? Ici, vous avez les muscles du menton, les membres inférieurs, et vous voyez ce tonus musculaire-là. Donc, au lieu d'être plat comme ici, bien, vous voyez des zones, des moments où il y a présence d'activité musculaire, et cette activité musculaire-là va se traduire en comportement durant la nuit. Donc, la personne va agir le contenu de ses rêves. Donc, normalement, dans un cerveau qui est en santé, le contenu des rêves ou l'activité motrice des rêves se produit dans les régions motrices du cerveau. Par contre, il y a des structures du tronc cérébral qui vont bloquer cette activité-là, en quelque sorte, qui vont paralyser les motoneurones de la moelle épinière et qui vont paralyser en fait les muscles. Les muscles ne seront pas capables de pouvoir s'activer, ce qui fait que le rêve demeure caché à l'intérieur du cerveau. Par contre, si on a des lésions de ces régions-là, si ces régions-là sont atteintes, bien, on va perdre cette atonie-là et la personne va être en mesure d'agir le contenu de ses rêves. Et ce qui est le plus, ce qui est le plus malheureux pour ces personnes-là, mais ce qui est d'un point de vue du traitement éventuel ou d'une meilleure connaissance des maladies neurodégénératives, on s'est rendu compte que cette pathologie du sommeil-là est un facteur de risque majeur des maladies neurodégénératives. Ce que je vous présente ici, c'est une étude qui a été publiée en 2019. Donc, on le savait avant ça que c'était un prodrome d'une maladie dégénérative, mais ici, vous avez vraiment l'étude la plus importante qui a suivi 1280 personnes partout dans le monde. Donc, c'est des centres de sommeil sur tous les continents. Ce que vous avez ici, c'est une courbe de survie. Donc, 100% ici, c'est qu'au moment zéro, donc au moment où l'étude débute, tous les patients n'ont pas de maladie neurodégénérative, donc c'est des patients qui ont un trouble comportemental en sommeil paradoxal. Et lorsqu'on les suit dans le temps, donc sur une période de 14 ans, après 4 ans, c'est 25% des gens qui ont développé une maladie de Parkinson ou une démence à corps de Lewy. C'est majeur. Le quart des patients, après 4 ans, ont développé une maladie dégénérative. Après 8 ans, c'est 50%, et après 12 ans, c'est 75%. Et si on les suivait encore, la très, très grande majorité, là, presque 90% des gens, développeraient une maladie neurodégénérative. C'est à peu près la moitié qui vont développer une maladie de Parkinson et la moitié qui vont développer une démence à corps de Lewy. Là, les chiffres exacts, là, c'est 56% une maladie de Parkinson et 44% une maladie à corps de Lewy. Et pourquoi c'est le cas? Pourquoi le TCSP est un prodrome de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy? C'est que les régions du cerveau dans lesquelles qui vont jouer un rôle important pour l'atonie musculaire sont situées au niveau du tronc cérébral ici. Et
les pertes motrices ou cognitives associées au Parkinson et à la démence Charcot-Lewy vont survenir plus tard dans la progression de la maladie. Pardon. Donc, la neurodégénérescence ayant débuté, déjà, elle va atteindre les centres de sommeil qui sont ici, donc provoquer le TCSP. Et quelques années plus tard, la neurodégénérescence va se poursuivre au niveau du cerveau pour atteindre les régions responsables de la motricité, donc de la maladie de Parkinson, et de la cognition, donc de la démence Charcot-Lewy. Donc, quel est l'état de l'étude sur ce trouble de sommeil-là? À Montréal, on est vraiment très chanceux. On a la plus grande cohorte au monde de patients qui ont cette maladie-là. Donc, depuis maintenant presque 30 ans qu'on recrute, qu'on suit ces gens-là. C'est grâce à Jacques Monplaisir qui est ici, qui, dans les années, avant les années 2000, a commencé à voir de ces patients-là. Je me suis joint à l'équipe comme étudiant. Ron Postuma, qui est neurologue, s'est joint à l'équipe également. Donc, tous les trois, depuis maintenant plusieurs années, on suit cette cohorte-là. Sinon, c'est partout dans le monde, c'est des petits centres qui sont éparpillés en Europe, en Asie, et qui, chacun de leur côté, voient des patients, étant donné que c'est une pathologie relativement rare. Les études qui sont publiées tournent autour de 15, 20, 30, 40 patients. Nous, on a commencé à publier une centaine de patients. D'autres centres, entre autres Barcelone, vont avoir près d'une centaine de patients également. Mais le problème, c'est que chaque équipe travaillait de façon relativement isolée. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années, en fait, en 2001, il y a eu le premier congrès du groupe international de gens qui travaillent sur cette pathologie du sommeil-là. Ça a pris plusieurs années à démarrer, à créer des liens, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun de ces centres-là avait sa façon de mesurer, avait ses instruments de mesure qu'il fallait tout coordonner. À Montréal, on a eu le congrès en 2003, il y a un textbook qui a été publié en 2015, et cette année, on va recevoir à nouveau le congrès de cette société-là. Il y a des gens qui se sont associés, qui se sont ajoutés à l'équipe. Il y a Ziv Van Gard McGill qui travaille sur la génétique, Shadi Rahel qui est un ancien étudiant qui travaille sur la neuroimagerie, et on a Amélie Pelletier et Colline Zigrand qui travaillent qui coordonnent et qui font la neuropsie de ces patients-là. Donc, l'équipe s'est agrandie, mais l'équipe mondiale s'est agrandie également, ce qui nous permet de faire des études, comme je vous ai montré tout à l'heure, au-delà de 1000 patients qui vont être suivis. Donc, le TCSP qui est ici, c'est notre phase précoce, c'est notre stade prodromal de la maladie de Parkinson et de la démence Charcot-Lewy. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut étudier cette pathologie du sommeil-là pour mieux comprendre, pour faire un prédiagnostic de la maladie de Parkinson et de la démence Charcot-Lewy. Par contre, il demeure des problèmes. Le premier, c'est que la phase prodromale du TCSP peut durer très longtemps. Parfois 5 ans, parfois 10 ans, 15 ans et même 20 ans. Donc, étudier une pathologie pendant 20 ans pour tester des nouveaux médicaments, c'est très long et c'est très dispendieux pour les compagnies pharmaceutiques et même en termes de ressources pour le système de santé. Donc, il faut parvenir à mieux préciser cette phase prodromale-là pour identifier de façon plus précise à quel moment les patients sont à risque de tout à coup développer ou de voir apparaître une neurodégénérescence qui est plus sévère, qui est plus dangereuse. Et autre point, c'est que, étant donné que cette période-là est très, très grande, il y a une grande hétérogénéité clinique également sur quand vont apparaître les symptômes et de quelle façon ces symptômes-là vont progresser. Donc, on s'intéressait à trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc, d'identifier dans le TCSP d'autres anomalies qui nous permettrait vraiment d'identifier de façon plus précise le moment ou à quel moment un patient est plus à risque de développer soit la maladie de Parkinson ou la démence Charcot-Lewy. Donc, en 2006, durant mon postdoctorat, j'avais publié un papier qui montrait l'importance de s'attarder à ces biomarqueurs-là. Et en 2021, toute l'équipe, le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, a publié un papier dans lequel, durant cette période de temps-là, durant ces 15 années-là, il y a énormément de biomarqueurs qui ont été identifiés. Donc, il y en a plein. Des problèmes olfactifs, des problèmes autonomiques, des problèmes d'humeur, des hallucinations, des problèmes moteurs, des problèmes cognitifs, des problèmes au niveau de la vision des couleurs également, des problèmes en neuroimagerie, la génétique a été étudiée également, le liquide céphalorachidien et sanguin également. Donc, beaucoup de marqueurs ont été identifiés, on n'en manque pas. Par contre, des marqueurs, pour que ça soit intéressant, il faut non seulement que ce soit des marqueurs qui soient sensibles, spécifiques, qu'on puisse les reproduire entre les différents centres, que ce soit accessible également aux pays en développement, dans des régions du territoire où il y a moins de ressources également. Et bien sûr, ça doit être abordable pour qu'on puisse le mesurer là, à faible coût.
Donc, il existe différents marqueurs, des marqueurs qui vont permettre le diagnostic, d'autres qui vont permettre le pronostic, donc de savoir si on est près du moment où la personne va développer la maladie dégénérative, d'autres qui vont être sensibles au traitement. Si je prends l'exemple, par exemple, des problèmes autonomiques, les problèmes autonomiques vont apparaître, comme la constipation, vont apparaître très tôt dans la maladie, vont très peu changer avec l'évolution de la maladie. Donc, si on met un traitement, ce n'est pas un symptôme qui va varier beaucoup. D'accord? La constipation, elle est là et elle va probablement demeurer. Par contre, les problèmes moteurs ou les problèmes cognitifs vont vraiment apparaître dans les stades là, très, très près de la conversion vers la maladie dégénérative. Donc, ça peut être un marqueur qui est relativement sensible au changement. Ici, je vais vous présenter, donc, je vais focusser sur deux marqueurs, les marqueurs cognitifs et les marqueurs de neuroimagerie. Deux de mes étudiants, Daphné Génier-Marchand et Shadi Raël, ont travaillé sur ces marqueurs-là. Ça nous a valu l'année passée, c'est un peu la raison pour laquelle je donne la conférence, ça nous a valu un prix de l'UQ. Mais c'est vraiment le travail acharné, je vous dirais, de ces deux étudiants-là. Donc, sur le plan de la cognition, donc on a vu des gens qui ont le trouble comportemental en sommeil paradoxal et on s'est intéressé à leur cognition. Combien ont une atteinte cognitive et comment va progresser cette atteinte cognitive-là? Donc, on a vu des patients, on a vu une centaine de patients environ, et on s'est rendu compte que ceux qui développaient ce qu'on appelle un trouble cognitif léger, qui est connu en anglais comme étant le Mild Cognitive Impairment, donc ceux qui développent un trouble cognitif léger, sont à très fort risque de développer dans les années qui suivent une démence à corps de Lewy, alors qu'ils sont à très faible risque de développer une maladie de Parkinson. Donc ici, on a un marqueur, donc on n'est pas vraiment surpris parce que la démence n'apparaît pas de façon spontanée. Il y a toute une phase précoce, mais il faut bien la mesurer, cette phase précoce-là. Donc, dans cette population-là, avec un TCSP, les gens qui commencent à avoir des problèmes cognitifs, qui à un moment donné ont des problèmes cognitifs quand même relativement assez importants pour pas avoir un grand impact dans la vie de tous les jours, mais avoir quand même un impact, là, la personne s'en rend compte, l'entourage s'en rend compte. Ces personnes-là, on le sait qu'ils sont très à risque de développer dans les prochaines années une démence à corps de Lewy. Dans son autre article, Daphné s'est intéressée aux tests cognitifs de façon plus précise. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais essayer d'être assez succinct parce que c'est des figures relativement complexes. Donc, la ligne rouge ici, ce sont les patients qui ont développé une démence à corps de Lewy. La ligne verte ici, c'est les patients qui n'ont pas développé de maladie dégénérative. Et la ligne orange ici, ce sont les patients qui ont développé une maladie de Parkinson. Le temps zéro ici, c'est le moment où ils ont développé la maladie dégénérative ou non. Et les années ici, -1, -2, -3, ce sont les années avant. Donc, les années où ils n'avaient que le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc, ceux qui ont développé une démence à corps de Lewy avaient 6 ans avant l'apparition de la démence à corps de Lewy, une atteinte à un test qu'on appelle le Trail Making Test B. Donc, c'est un test qui mesure les fonctions exécutives dans lequel la personne doit partir de 1, aller vers la lettre A, chiffre 2, lettre B. Donc, c'est une tâche qui demande de la flexibilité mentale, une bonne capacité à faire une recherche visuelle. Donc, c'est une tâche qui requiert les fonctions exécutives. Et ces fonctions exécutives-là, chez les patients qui ont développé une maladie à corps de Lewy, une démence à corps de Lewy, étaient anormales 6 ans, près de 6 ans avant le diagnostic formel. Donc, ici, on a un marqueur cognitif qui nous permet d'identifier plusieurs années avant les personnes à risque de développer une démence à corps de Lewy, alors que les gens qui sont demeurés avec le trouble de sommeil et les gens qui ont développé la maladie de Parkinson avaient une performance relativement stable ici, au-dessus de ce qu'on appelle là, la normalité, qui est le chiffre que vous avez ici. Par contre, si on prend un test de mémoire, ici vous avez les 15 mots-clés dans lesquels on demande à la personne de se rappeler certains mots, on se rend compte que à la fois chez les gens qui ont développé le Parkinson, à la fois chez les gens qui ont développé la démence à corps de Lewy, et à la fois chez les gens qui sont demeurés avec le trouble du sommeil, 6 ans avant l'apparition des symptômes, les individus ont une performance relativement normale et elle devient anormale 2 à 1 an avant l'apparition formelle de la démence à corps de Lewy. Donc ici, on a un marqueur qui nous permet pas d'identifier de façon très précoce ceux qui vont développer une démence à corps de Lewy, mais de voir, si on les suit plusieurs années, à quel moment on se rapproche du moment où ils vont développer une démence à corps de Lewy. Donc, on a deux marqueurs cognitifs, un qui est plus important pour le
je vous dirais, le pré-diagnostic et l'autre qui va être plus important pour voir les changements évoluer vers le moment où on va atteindre un moment plus critique de performance. OK, je vois le temps qui est déjà 1h15. Là, je pense que l'interruption va causer des problèmes. Ce que je vais faire, en fait, je vais, sans partir en peur, là, il y a peut-être des diapos que je vais passer un peu vite ou que je vais couper. Donc, je vais prendre à peu près une dizaine de minutes encore. Donc, donc ça, c'est des études de Daphné qui travaillaient sur les marqueurs cognitifs de cette maladie-là. Ici, vous avez la neuroimagerie. Donc, j'ai Shadi Rahel qui s'est intéressé, lui, pas à une méthode comme telle, mais ce qu'il a voulu faire, en fait, c'est du multimodal. Donc, s'intéresser à plusieurs techniques qui vont permettre de mesurer différents paramètres du cerveau, à la fois l'épaisseur du cortex, à la fois la déformation du cerveau. Un cerveau qui est atrophié va être déformé un peu. Il va y avoir des régions où il va y avoir de l'expansion et d'autres régions où il va y avoir des contractions. Donc, on peut prendre des mesures de cette déformation-là. On peut s'intéresser également aux structures sous-corticales et mesurer leur volume et leur forme. Et on peut s'intéresser également au volume cérébral. Donc, c'est plusieurs techniques que Shadi a appris et a appliquées à cette population-là. Donc, grosso modo, j'y vais un peu rapidement, là, désolé, mais qu'est-ce qu'on a trouvé, en fait, chez les gens qui ont un TCSP, comparativement à des individus sains? On a trouvé déjà, là, avant même qu'ils aient développé une maladie dégénérative, donc dans les stades où nous, on les voit en labo du sommeil, des anomalies de leur cerveau. Donc, il y a des régions du cerveau qui sont amincies par rapport à un cerveau en santé, surtout dans les régions frontales qui sont ici. Et il y a des régions sous-corticales, comme le pallidum. Le pallidum est une structure importante pour la motricité. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette étude-là? C'est qu'il y a une corrélation entre la performance motrice et les anomalies, les contractions de cette structure sous-corticale-là. Ensuite, Shadi s'est intéressé à comparer les gens qui avaient un trouble du sommeil et un trouble cognitif léger versus des patients qui avaient le trouble du sommeil, mais qui avaient une cognition normale. Donc, le sous-groupe que Daphné a identifié tout à l'heure, qui était fortement à risque d'une démence accordée, oui, Shadi a voulu voir le cerveau de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il a identifié, en fait, dans les régions temporales ici? Un amincissement de leur cortex. Donc, on a vraiment deux groupes de patients avec le trouble du sommeil. Un a des problèmes cognitifs, l'autre n'en a pas. Et on voit des anomalies, un amincissement plus important chez ceux qui ont le trouble cognitif. Également, dans les régions corticales, on va voir une contraction. Donc, la structure va être rebombée vers l'intérieur. Donc, il y a vraiment une contraction au niveau du putamen et au niveau du thalamus. Autre étude que Shadi a fait, c'est au niveau de la déformation cérébrale. Et ici, c'est intéressant parce que c'est une étude qui est longitudinale. Qu'est-ce que Shadi a fait? Il a suivi un groupe de patients avec un TCSP. Il a identifié ceux qui ont développé une maladie de Parkinson et ceux qui ont développé une démence accordée Lewy. Il est revenu dans le temps lors de leur premier scan, alors que les patients n'avaient pas encore développé de maladie dégénérative. Il a fait en quelque sorte une photo de leur cerveau. Et on voit une signature d'atrophie et de régions où il y a de l'expansion. Et lorsqu'il prend cette signature-là et qu'il la superpose à un cerveau d'un autre patient qui n'a pas encore développé de maladie dégénérative, il est en mesure de prédire, grâce à un score, quels sont ceux qui sont les plus à risque de développer la démence accordée Lewy. Donc, cette signature-là, ici, vous avez, on va prendre ces deux groupes-là qui sont ici. Donc, si la signature qu'il a identifiée, il l'applique à des cerveaux de patients pour voir leur risque de développer une maladie dégénérative, bien, chez un groupe qui a déjà la démence accordée Lewy, il y a vraiment une expression très, très forte de cette signature-là. Et chez un groupe qui est à risque de développer la démence accordée Lewy, donc qui n'a pas encore développé, mais qui est à quelques années de la développer, on va voir qu'il y a vraiment une expression également très forte de la signature versus un groupe qui va développer la maladie de Parkinson ou qui ne va pas du tout développer de maladie dégénérative. Donc, tout à l'heure, on avait un marqueur ou des marqueurs cognitifs. Bien, ici, on a un marqueur de neuroimagerie, la déformation du cerveau, qui permettrait, d'une certaine façon, de prédire quels sont les individus avec un TCSP à risque de développer une démence accordée Lewy. Donc, je vous fais le résumé, ça va être correct, on va arriver dans le temps. Donc, le take-home message, là, ce que je veux que vous reteniez, c'est, bon, si on revient avec le titre de tout à l'heure, les rêves agités peuvent-ils prédire une maladie dégénérative? Donc, c'est un titre qui est pour vous intéresser. Oui, la réponse est oui. En fait, les rêves agités, c'est la pathologie du sommeil qu'on appelle le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Les individus sont à très fort risque, malheureusement, de développer soit une démence accordée Lewy ou une maladie de Parkinson dans une proportion d'à peu près 50-50.
Et cette conversion-là vers une maladie dégénérative, elle peut être très courte, mais elle peut être très longue également. Donc, il y a un long délai. Après 4 ans, c'est près de 25 des gens qui vont avoir développé une ou l'autre de ces maladies dégénératives-là. Après 8 ans, c'est 50 et après 12 ans, c'est 75 Pour permettre de raccourcir ou de mieux comprendre cette phase prodromale-là ici, on s'intéresse à des marqueurs. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait énormément de marqueurs sanguins, liquides céphalo-rachidiens et tout. Moi, je me suis intéressé, mon équipe s'est intéressée à 3 marqueurs, donc 2 cognitifs et 1 de neuroimagerie. Et ces marqueurs-là permettent plus précisément d'identifier les personnes avec un TCSP qui sont à risque de développer une démence accordée Lewy. C'est important parce qu'on ne suit pas, on ne traite pas, ce n'est pas le même suivi de maladie chez quelqu'un qui va d'abord développer des problèmes moteurs versus une personne qui va d'abord développer des problèmes cognitifs. Donc, c'est important d'identifier des marqueurs qui vont nous permettre de distinguer quel est le devenir de ces patients-là. Est-ce qu'ils vont développer la maladie de Parkinson ou plutôt la démence accordée Lewy? Je propose de m'arrêter là pour répondre à vos questions. En fait, ce dont je voulais vous parler, c'est des groupes internationaux. Je peux prendre une minute ici. Donc, aux États-Unis, malheureusement, il existe peu de cliniques de sommeil. Et les cliniques de sommeil qui existent, ça coûte très cher. Donc, aux États-Unis, ils se sont regroupés dans un consortium qu'on appelle NAPS. Montréal fait partie de ce consortium-là. Donc, on veut suivre de façon prospective 300 individus avec la maladie pour identifier tous ces marqueurs-là pour non seulement répliquer les études qu'on a faites dans une plus grande cohorte, mais également d'être prêt à un moment donné s'il y a une molécule neuroprotective qu'on veut développer, qu'on veut tester chez une population-là. Donc, lorsque les compagnies pharmaceutiques vont avoir créé cette molécule-là, on veut être prêt à pouvoir la tester chez des individus là, qui ont la maladie et qui sont à risque de développer ces maladies dégénératives-là. Et bon, ben, c'est l'avenir. C'est l'équipe de Ziv, Shadi, Alain Daguerre à McGill également. Ils font des trucs vraiment formidables. Là. Moi, j'ai fait des trucs cognitifs, j'ai fait des études sur la neuroimagerie, mais eux sont en train de combiner à la fois la neuroimagerie avec la génétique. Donc, ils vont voir dans le cerveau les régions où s'expriment certains gènes pour associer ça avec les anomalies, soit de la maladie de Parkinson ou la démence accordée Lewy. Donc, l'avenir est fleurissant pour la recherche là, dans notre labo à Montréal. Je remercie toute l'équipe ici. Je vais la laisser cette diapo-là à la fin pour que vous puissiez la voir. Donc, je vais passer quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci pour votre patience d'avoir toléré. Là, ça m'a un petit peu chambardé pour la suite de la présentation, mais bon, j'espère que ça vous a intéressé malgré tout.